Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Avec Mosley ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour tout le monde. Tu as une formation de géographe avant de parler de politique ce matin. Pourquoi l'Europe paraît plus grande que l'Afrique? Oui, c'est... Sur le planisphère, alors que dans la réalité, c'est pas le cas. Oui, c'est une question de représentation. C'est une question de... en histoire, on appelle ça la vision européocentriste. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est agi de la mise en place d'un certain nombre d'ensembles, notamment en ce qui concerne la gestion, par exemple la perception qu'on peut avoir du blanc à l'international, il fallait à tout prix créer un univers visuel qui ferait que tout ce qui vient de l'Occident ou du blanc soit vu comme plus grand, mieux, meilleur par rapport à ce que nous sommes, notamment pour les pays, on va dire, comme les nôtres qui avons connu la colonisation. Le Gabon a 267 667 km². Oui. La Belgique a 30 689 km², mais sur le planisphère, la Belgique est plus grande que le Gabon. Oui, parce que... La Grande-Bretagne, c'est le Royaume-Uni, la même chose, est plus petit que le Gabon, mais sur le planisphère, le Royaume-Uni semble plus grand que le Gabon. Oui, parce... C'est pas normal. Encore une mais fois, vous, les géographes africains, quand même, à un moment donné de encore la une journée, fois... vous devez vous réveiller. Encore une fois, c'est parce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on a... Enfin, il y a ce qu'on appelle la représentation, il y a la projection, et cela tient, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'histoire, ça tient de la vision que les Européens ont du monde. Et vous savez que les premiers planisphères qu'on connaît, du moins c'est des premières cartes, ou la carte la plus utilisée, elle est une carte européenne qu'on appelle la projection de Mercator. Et c'est elle qui donne cette dimension-là. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, d'ailleurs ça fait très bien que tu poses cette question, parce que nous sommes à une période où on fête les 200 ans de la société de géographie. Et la géographie qui est aujourd'hui une des sciences qui s'occupe pratiquement de tout. C'est pas seulement de l'espace ou du temps ou de la démographie, mais c'est une science aujourd'hui qui peut aussi servir à pouvoir remonter un certain nombre de représentations, mais également à pouvoir construire des univers. Et c'est clair qu'avec les différentes cartes, comme tu le dis si bien, ton inquiétude est la bienvenue, parce que la projection de Mercator a eu ceci de particulier, c'est qu'elle a grossi les dimensions des pays européens. C'est comme tu me poserais également la question de savoir si l'Europe est un continent. En réalité, l'Europe n'est pas un continent. C'est une convention qui fait que de la différence entre l'Europe et l'Asie, on a choisi de faire de l'Europe un continent sur le fait culturel. Mais l'Europe à elle-même n'est pas un continent, parce que l'Europe appartient à la même plaque tectonique que l'Asie. C'est pourquoi beaucoup de géographes aujourd'hui parlent de l'Eurasie, parce que c'est une même plaque tectonique qu'ils ont en partage. Maintenant, ce qui fait la différence entre les populations européennes et asiatiques, c'est la culture et c'est les marqueurs physiologiques ou physiques. Donc la perception, le blanc et comme on disait vulgairement à l'époque, le jaune, ou encore le basané pour parler des populations arabes du Moyen-Orient. Mais en réalité, l'Europe et l'Asie sont un même continent. Mais encore une fois, c'est une question de projection, et c'est pourquoi de plus en plus, vous avez un certain nombre de pays qui manifestent leur désir de ne pas enseigner cette carte-là. Vous irez en Australie, par exemple, eux, ils utilisent la projection de Philips, qui met au centre de... Finalement, il y a combien de cartes? Il y a plusieurs cartes. Il y a 1001 cartes. En fait, le planisphère qui est affiché là, dans notre bureau, le planisphère de la francophonie. Oui. Les données sont fausses. Il ne relate pas la réalité. Non, le planisphère qui est là, c'est la projection de Mercator qui permet à l'Europe de pouvoir se placer au cœur du monde. Mais les données sont fausses. L'Europe, c'est seulement 9 millions de kilomètres. Les données ne sont pas fausses, sauf que les données sont... La représentation sur la carte est grossière. C'est-à-dire qu'on a expressément grossi les dimensions. Sinon, on va dire la perception que tu peux avoir d'un pays comme la France ou l'Espagne ou encore l'Allemagne par rapport à nous. Si on prend par exemple le cas de l'Afrique, vous allez voir que sur la projection de Mercator, l'Afrique est beaucoup plus allongée, parce qu'on a voulu gommer son étendue en termes de continent vaste.
Vous avez des pays comme la RDC qui fait peut-être 50 fois ou un peu plus que la Belgique. Mais comme la Belgique a eu à un certain moment de l'histoire à être le colonisateur de ces territoires-là, eh bien, des gens se sont dit qu'il fallait plus ou moins représenter cela comme on voit aujourd'hui. Mais c'est une bonne question aujourd'hui parce que la question des cartes est devenue une question essentielle. C'est là où ça tient de la géopolitique, la géostratégie, qu'il s'agisse de la géostratégie politique ou encore militaire. Les cartes jouent quelque chose Le Gabon est 8 fois plus grand que la Belgique. Bien sûr. Voilà. Donc, 8,72. voilà. Donc presque 9 fois plus grand que la Belgique. Donc à ce moment-là, il y a des pays, comme je le disais tout à l'heure, qui ont mis en exergue un certain nombre de cartes. Vous avez les Chinois qui ont leur propre carte, qui les placent au cœur du monde, parce que c'est un enjeu géostratégique. Vous avez l'Australie également qui a sa carte. Vous avez plusieurs pays aujourd'hui qui remettent en cause cette projection, mais il y a que en Afrique, c'est chez nous qu'on a encore du mal à pouvoir réviser cela, puisque la projection de Mercator nous met quand même au centre du monde, même si elle n'est pas de nous, mais elle nous place au moins au centre du monde. Et on a tendance à plus utiliser la projection de Mercator que toutes les autres projections qui nous mettent à l'est ou à l'ouest. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est un enjeu important, c'est une question qui mérite d'être étudiée par les géographes, qui mérite d'être mise en exergue par les politiques pour que réellement on puisse donner une bonne lecture de ce qui est réellement de ce que sont réellement les dimensions des continents tels que celui appelé l'Europe ou encore l'Eurasie par rapport à l'Afrique, par rapport à l'Amérique, par rapport à l'Océanie, etc. Donc c'est vraiment une question, c'est un enjeu géostratégique, c'est une question de projection, c'est une mais ça déforme notre façon de voir le monde. On ne voit pas la réalité, on ne nous montre pas la réalité. Mosley, est-ce qu'un professeur peut utiliser la carte qu'il veut dans un cours? Non. Mais c'est pas normal alors? Non, parce que quand on a le cours, par exemple moi j'enseigne l'histoire-géographie, en l'enseignant d'histoire-géographie on a un programme. Il y a un programme qui te détermine quel est ce que tu dois enseigner. Mais après, tu as le devoir de présenter les types de cartes qui existent. Depuis que tu es géographe, on se connaît, Mosley, toi et moi. Tu m'as jamais dit que cela c'était la projection de Mercator. Tu as attendu que moi-même je cherche. À 45 ans, je viens découvrir ça. Mais tu devais Non, m'avertir. tu ne découvres pas. Tu ne découvres tu pas. devais m'avertir que non. Sauf que tu prends conscience. Normalement, moi en tant que géographe, je devais te parler de quelque chose qui est sérieux. Assieds-toi d'abord. Tu vois la carte là. C'est pas la vraie. Mais une fois, j'en avais parlé ici en termes de dimension entre le Gabon et l'Angleterre. Mais bon, c'était pas aussi solennel que maintenant. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que tu ne découvres pas. Par contre, tu prends conscience. Tu prends conscience de cette réalité parce que nécessairement de tes classes, depuis la primaire à aujourd'hui, tu as forcément appris quelles étaient les dimensions de tel ou tel pays et peut-être tu n'as pas eu le réflexe ou on ne vous avait pas fait donner la possibilité de faire des comparaisons. Mais les données sont là. N'empêche que, bon, après, quand on regarde, ce n'est pas ce qui forcément intéresse les gens de prime abord. Et c'est là où la curiosité doit jouer son rôle. C'est-à-dire qu'on doit aller dans le sens de la recherche. Et c'est ce que tu as fait. Et ce qui éveille ta curiosité. Et tu te dis, mais finalement, j'étais peut-être dans une situation de considération d'un certain nombre de valeurs à l'échelle géographique, mais qui, dans le fond, ne sont pas les mêmes. Parce que l'Afrique, par exemple, c'est plus de 10 millions de kilomètres carrés. L'Europe, c'est 30 millions l'Afrique. Voilà, 30 millions de kilomètres carrés. L'Europe, c'est très, très en deçà de cela. Et à ce moment-là, on voit bien que si on ne cherche pas soi-même, on ne peut pas avoir une lecture exacte de ce qu'il y a. Et c'est pourquoi vous verrez que à un certain moment, il y a des gens qui se lèvent pour dire que l'Afrique doit elle-même prendre conscience de ce qu'elle est, de sa richesse, de son potentiel et de tout ce qui tourne autour. Mais sauf que nous sommes peut-être dans le monde les seuls qui n'arrivent pas à réellement se détacher de ce passé colonial qui nous a tellement bandé les yeux, à tel enseigne que même des faits importants, là tu parles de la carte, mais je te prendrai par exemple le cas, tu connais combien de pays en Afrique ont réellement condamné l'esclavage comme un crime contre l'humanité?
Ok. Non, il y en a. Il y a par exemple le Sénégal. Mais ils ne sont pas nombreux en Afrique. Et pourtant, c'est quelque chose qui devait être instinctif. À la suite des indépendances, tous les pays africains devaient considérer l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Mais aujourd'hui, rien du tout. À part des pays, des rares pays comme le Sénégal qui en ont fait quelque chose d'assez important et qui ont créé un environnement pour sensibiliser sur, par exemple, ce commerce des esclaves. Tu vois? Donc, il y a cet univers-là qui est là, mais c'est nous-mêmes qui nous refusons à pouvoir l'apprendre. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu aujourd'hui de ce que nous avons comme curricula dans nos écoles. Vous verrez que nos programmes sont plus extravertis. On parle plus de l'Occident ou d'ailleurs que de chez nous. Vous voyez, le programme du Gabon est concentré à peut-être 70% sur le monde que sur le Gabon lui-même. Vous allez à Tchibanga, si on vous dit aujourd'hui quelles sont les particularités, par exemple, agricoles de Tchibanga, tu ne peux pas savoir. Alors qu'un jeune, quand il voit Bordeaux, il pense directement au vin. Bon, nous, Tchibanga, ça te renvoie à quoi? Rien du tout. Même le manioc, la culture du manioc, on n'est pas sûr qu'on produise du manioc à Tchibanga. Parce que simplement, le travail qui est fait n'est pas, du moins le système éducatif n'est pas très très centré sur ce que nous sommes, qui nous sommes et ce que nous avons comme potentiel. Donc il faut de plus en plus qu'on travaille à actualiser les programmes scolaires et cela va permettre à ce que nous sortions de cette ignorance ou encore que nous soyons dans cette situation d'émerveillement à chaque fois qu'on découvre une nouvelle réalité qui aurait dû être enseignée par le système scolaire. Donc, à ce moment-là, c'est simplement ça. Pourquoi on considère le Vatican comme un pays? Le Vatican n'est pas un pays, c'est un État. Comme un État. Le Vatican n'est pas un pays, c'est pas un État. Ce sont des conventions parce que le Vatican a quand même dirigé l'Europe. Hein. Le Vatican a dirigé l'Europe et la cité du Vatican a une histoire particulière. C'est le siège mondial de l'Église catholique. Et à ce titre-là, et même si tu vois le fonctionnement des États aujourd'hui, ils se sont inspirés de l'organisation du Vatican. L'organisation institutionnelle. Institutionnelle du Vatican. Donc, les présidents, le roi, parce que le roi du Vatican, c'est un territoire avec un roi. Le pape est le roi et chef d'État du Vatican. Et pire encore, il est à vie. Bon, c'est aujourd'hui qu'on enregistre normalement des démissions. Mais lorsqu'on choisit un pape, il est là jusqu'à sa mort, en réalité. C'est un président Donc, à vie. c'est un président à vie. Dans une démocratie. C'est un souverain. C'est Non, c'est un souverain de droit divin. un président à vie dans une démocratie. Oui, c'est une démocratie puisqu'on vote. Hein, non? Les cardinaux votent, non? Oui, non, ils choisissent de pater inter pares. Mais alors? Le premier d'entre eux. Mais c'est un vote. Oui, c'est un vote. Et puis c'est un vote caché. C'est un vote caché, oui. En plus, ce sont les Non, il a raison. les procédures de la sauf qu'il n'y a pas de démocratie. parti politique là-bas, mais Il y a le vote. il y a le système Donc il y a des gars qui d'élection. peuvent ne pas te voter. Oui, il y a des gens qui ne votent Il y a pas. des papes il y a des gars qui font la campagne, il y a des cardinaux, on dit des cardinaux, non? Ou les Il cardinaux. y a des cardinaux qui font la campagne dans le monde entier. Oui. Pour Il y a- voter. Oui, Oui. pourquoi on le vote? Pourquoi on le vote? Bien Pour que sûr. les pays Ou le qu'on valident. vote celui qu'il veut qu'il soit à la tête du Vatican. Qu'est-ce que C'est tu comme crois? ça. Donc, C'est la démocratie. Un Voilà. président à vie dans une démocratie. Voilà. C'est la même chose, par exemple, pour Monaco. Le Monaco est une principauté qui a signé des accords avec la France. Et il se gouverne, il a son prince, donc son chef d'État, mais ils n'ont pas seulement d'armée. Parce que leur protection militaire est assurée par la France. Vous avez le Liechtenstein, vous avez Andorre. Le Gibraltar. Voilà, donc autant de petits États, des micro-États dans le monde comme ça. Mosley, la riposte, Contre-attaque. la Contre-attaque. contre-attaque. La contre-attaque de Nicolas Sélé. Nicolas Sélé. Oui, ça c'est un sujet qui va, je crois, va nous conduire soit à un parricide ou à l'infanticide. Parce que ce qui se passe, oui, un des deux va devoir y laisser des plumes. Soit c'est Jean Boniface Asseli qui perd son statut de président fondateur. Bien sûr, pourrait être devenu président d'honneur quelque part juste pour reconnaissance d'avoir créé le parti. Ou finalement, c'est Nicolas Sélé qui va mordre la poussière et laisser le parti à son père
qui lui avait fait une petite passe, une passette. Voilà. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on suit un peu l'actualité, à la suite de son éviction de la tête de cette formation, et qui entérine aussi son exclusion, eh ben, Nicolas Assélé a quand même décidé d'organiser sa réunion du directoire demain, donc le 23 décembre. Certainement que les sujets brûlants de leur parti vont être au cœur de cette rencontre, mais surtout, c'est pour dire non et marquer son désaccord total avec cette décision de Jean Boniface, ce qui va à l'encontre des décisions du Congrès. On l'avait dit ici que le Congrès était l'instance de délibération du CLR, et à ce titre-là, le docteur Nicolas Assélé estime qu'elle est en droit de continuer à gérer le CLR en tant que sa délégué général. Maintenant, après, on va voir ce qui va suivre et ce qui va se passer demain. Est-ce que à l'heure où ils vont prononcer l'exclusion de Jean Boniface Assélé, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que, quand même, encore une fois, il faut le rappeler, il y a quand même un ordre qui est là, qui est établi. Il y a eu des décisions qui ont été engagées au niveau du Congrès. Est-ce qu'il ne faille pas organiser un congrès extraordinaire vu l'urgence de la situation, puisque ce qui permet à Nicolas Assélé de revendiquer ses droits aujourd'hui au sein du CLR, c'est les décisions du Congrès. Donc, à ce titre-là, peut-être que Jean Boniface Assélé gagnerait à convoquer un congrès extraordinaire. Encore que, est-ce qu'il en a le droit? Est-ce que ça va de ses prérogatives en tant que président fondateur? Je ne sais pas, mais on verra ce qu'il en sera. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation telle qu'on l'enregistre va trouver l'assentiment de tous les militants du CLR? Est-ce que tous ceux qui ont suivi Jean Boniface Assélé depuis la création et qui sont encore avec lui aujourd'hui et qui le soutiennent, comme je l'ai indiqué la dernière fois, vont accepter qu'il y ait un hold-up ou un coup d'État, selon le terme de Jean Boniface Assélé, un coup d'État sur la gestion du parti? On ne sait rien. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que pour Jean Boniface Assélé, Nicolas Assélé a été exclu. Elle n'est plus en droit de parler au nom de cette formation politique. Mais ils n'ont pas fait un congrès pour l'exclure. Non, mais il a pris une décision en tant que président fondateur. Le congrès est l'organe suprême du CLR. Mais c'est pourquoi je dis qu'il devrait peut-être organiser un congrès extraordinaire pour décider à nouveau de reprendre les rênes du parti. Mais ça risque de finir en justice, cette histoire, quand on regarde au fond. Parce que si Jean Boniface Assélé n'a pas les prérogatives pour pouvoir convoquer un congrès extraordinaire ou ordinaire, eh ben, il va laisser tomber sur cette voie. Mais le chemin qu'il a choisi d'exclure directement Nicolas Assélé, on sait que quand on rentre dans une formation comme celle-là, on a toujours tendance à vouloir mettre son empreinte un peu partout. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un réel conflit dans les différentes représentations du parti? Parce que quand on arrive, Jean Boniface Assélé avait déjà ces gens avec qui il travaillait. Est-ce que ça se passe bien avec les nouvelles personnes qui seraient venues avec Nicolas Assélé? Est-ce que Nicolas Assélé a de la considération pour ceux qui ont travaillé avec son père jusqu'à aujourd'hui, qui lui ont permis d'avoir une certaine assise? Et surtout que leur bilan est quand même assez élogieux, parce que ça a permis au CLR d'exister sur la scène politique et d'être pendant longtemps le grand allié politique du Parti démocratique gabonais. Or, en déplaise à certains, ce n'est qu'à l'arrivée de la GEV et la myriade de partis que cette association a créé qu'on a réussi à déstabiliser le poids politique du CLR au niveau de la majorité. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a réellement une réelle acceptation des conclusions du Congrès par tous? Est-ce que tous les militants qui ont travaillé hier et qui veulent travailler aujourd'hui, ou ceux qui ont adhéré aujourd'hui et qui voient, ceux qui ont nouvellement adhéré, est-ce qu'ils considèrent que ceux qui étaient là avant sont un atout important pour le parti? Donc, c'est peut-être cette guerre-là qui est en train de se jouer, la guerre des générations, la guerre des anciens et des nouveaux. On verra si entre Nicolas Assélé et Jean Boniface Assélé, on parviendra à trouver un consensus, peut-être qui pourrait ramener Nicolas Assélé dans l'escarcelle du CLR après la prononciation de son exclusion. Elle a été évincée du CLR. Où va-t-elle présider la réunion?
Ben, ça, c'est une question qui va se poser parce qu'on sait que le cabaret des artistes a toujours été le lieu de prédilection du siège, du moins des rencontres du CLR. Elle peut toutefois, peut-être, organiser cela dans un hôtel de la place. En fonction des moyens, tout ça, c'est une question de moyens. Si tant est qu'elle venait à essuyer un refus, de la part du président fondateur d'occuper le siège du parti, mais elle pourra trouver d'autres ressorts. Mais en l'état actuel, ce n'est pas forcément le lieu qui importe. Ce qui importe, c'est de savoir qu'est-ce qui sera dit lors de cette rencontre du directoire et qui sera présent. Est-ce que ceux qui ont assisté à la rencontre avec Jean-Boniface Asselé vont aller aussi assister à la rencontre avec Nicole Asselé? Est-ce que son exclusion ne va pas créer quand même une situation de conflit? Parce que les membres du directoire pourront dire, mais vous nous prenez pour qui aussi? Donc, on ne vient pas à ta réunion, de toute façon, tu es déjà exclu. Donc, c'est autant de choses qui vont se passer. Maintenant, il faut juste attendre qu'on ait une lecture plus ou moins adaptée à la situation, comment ils vont gérer. Parce que l'ambition aujourd'hui, c'est de préserver le CLR. Ce n'est pas de tuer le CLR. Est-ce que ce qui se passe actuellement au CLR peut avoir le conflit qu'il y a entre Nicole Asselé et Jean-Boniface Asselé, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le CLR? On ne sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il peut quand même avoir une situation où ça va écorcher quand même l'image du CLR, où on est incapable de pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on a un patriarche qui est là à 82 ans. Normalement, à 82 ans, on devrait être à la réserve de la République. Et c'est pas toi qui décides. Là, un gars doit être à la réserve de son parti politique. Non, je dis normalement. Non. Là, c'est la partie, je ne suis pas d'accord. Même à 100 ans, si c'est les 100 qui peut gérer des choses. Il gère. C'est une vue. Maintenant, après, il peut aussi se dire, parce que je l'ai dit la dernière fois, il faut savoir que Jean-Boniface a fait un refus à la fusion-absorption qui est en cours au sein de la majorité. Est-ce que Nicolas Asselé a été peut-être un moteur de cette ambition de convaincre le président fondateur de faire dans la fusion-absorption, alors qu'il était sorti du PDG dans les années 90 pour marquer son indépendance vis-à-vis de cette formation politique? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se jouent derrière et que les militants ne vont pas finalement être dépités de ce conflit familial qui va déteindre sur la vie politique du parti ou sur l'organisation du parti? Donc, à ce moment-là, ça laisse quand même... Ce n'est pas un environnement sain qui se crée actuellement autour du CLR, notamment avec cette situation. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On arrive au terme de notre émission. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Urban FM 104.5.